Bonjour, je suis vraiment très heureux d'accueillir et d'interviewer aujourd'hui un personnage hors du commun, aux multiples talents et au parcours magnifique dont nous allons parler. Je suis d'autant plus heureux que c'est la première fois que je reçois un Oscar. Eh oui, à mon micro, bien sûr. Un prénom prédestiné pour un comédien que j'affectionne d'autant plus car c'est le prénom de mon petit-fils. Alors, bonjour Oscar. Bonjour. Oscar Sisto, nom et prénom avec la rondeur du haut, comme opportunité de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Imagine 56. Et un grand merci à Odile Lacoste, encore de haut, d'avoir permis cette belle rencontre sous le soleil breton, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Absolument. Voilà. Alors, Oscar, quel bon vent t'amène aujourd'hui à Vannes? Celui des vacances, peut-être? Un petit peu, puis j'ai la famille ici. Aussi, voilà. Oui, quelques petites racines familiales. Non, c'est ma famille, la famille que j'ai choisie. D'accord. Famille de choix qui est... Famille de choix qui est très important pour moi. Bah, c'est une des meilleures. C'est la meilleure. Voilà. Donc tu es un peu l'exception qui confirme la règle, car jusqu'à présent, nos invités ont un lien professionnel ou natal avec la Bretagne. Mais comme tu es un homme d'exception, comme nous allons le voir, voilà. Donc tu es l'exception qui confirme la règle. En fait, j'ai beaucoup travaillé en Bretagne aussi. Ah oui, d'accord. Oui, Okay. Depuis une dizaine d'années. D'accord. J'ai monté les spectacles, j'ai fait des ateliers, théâtre, cinéma. Je ne suis pas un vacancier normal, en fait. Quand j'arrive quelque part, je dis, bonjour, la plage est là. Oui, mais il est où le théâtre d'abord? Je veux voir d'abord le théâtre municipal, le théâtre de la ville, après je veux voir la plage. D'accord, donc tu n'es pas en terre inconnue. Non. Voilà, bah, c'est bien ça. Donc, c'est une région que tu aimes bien, je suppose. Beaucoup. Ouais. Voilà, il y a une énergie quelque part. Oui, il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais qui m'attire. C'est un homme d'énergie, énergique, et voilà, on sent sûrement, quelque chose. Sûrement. Je reste humble par rapport à ces choses-là, mais il y a quelque chose que je n'explique pas, mais qui existe, un lien très fort. D'accord. Alors nous allons faire un petit flashback sur ta vie, et je t'inviterai à nous parler des grands et beaux moments qui l'ont marqué. Alors, petite précision, pardon. J'ai affaire à un expert reconnu en coaching de la voix et de la gestuelle. N'ayant jamais été formé à cet exercice, tu pourras donc me débriefer après, hein, me dire mes défauts pour que je m'améliore. Voilà. Alors, j'appuie donc sur la touche flashback de ta vie. Toc, on va croire qu'il y a une touche, et voilà, c'est fait. Alors, on est en Argentine au début des années 60, et il y a un petit garçon de 6 ans qui est prénommé Oscar, déjà attiré par le théâtre à 6 ans. Ça fait jeune, hein. Qui était ce petit bonhomme de 6 ans, déjà comédien dans l'âme? C'était quelqu'un à qui son papa un jour offre un piano. Et comme le papa jouait du violon, et ma grand-mère aussi d'ailleurs, j'ai appris à jouer avant même de lire la musique. Ah oui, d'accord. Donc mon père a d'abord travaillé mon oreille, et après j'ai fait 10 ans de conservatoire. D'accord, donc musicien avant d'être comédien? À 6 ans, oui. Et après, j'ai joué à l'école des spectacles musicaux. Donc, le théâtre musical, c'est un peu mon genre. J'aime beaucoup allier la parole parlée et la voix chantée, en fait. Voilà, donc ça t'a jamais quitté parce que jamais. Les deux, le théâtre et la musique? Je suis devenu ce que j'étais. Ah, d'accord. T'es plus à l'aise dans le théâtre ou dans la musique? C'est pareil. Choisir, se renoncer, et je ne renonce plus à rien. Bah, bien sûr, oui. Alors, pardon, tu n'as que 16 ans pour ta première interprétation au théâtre de Buenos Aires d'une pièce de Shakespeare. Oui, je crois que c'était beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, c'est ce que j'allais dire. Et comme on dirait aujourd'hui, même pas peur. À 16 ans À 16 ans 17 ans. 17 ans déjà. Ah, même 17 ans. 17 ans, non, j'ai gagné un prix. Et j'étais tellement exigeant avec moi-même qu'un jour... j'ai décidé que j'avais joué moins bien que la veille. Et donc les gens venaient me saluer et je me suis enfermé dans un placard. Et je suis resté dans le placard du théâtre toute la nuit. Oh là là. Oui, c'est pas très normal, mais c'est comme ça. Et ça t'a apporté quoi, le fait de rester enfermé dans le théâtre? Je me suis châtié d'avoir joué moins bien. Oh là là. Pour te dire l'exigence que j'ai toujours eu, tout petit. Ah oui, c'est incroyable. Quand je jouais à l'école, que je mettais en scène mes amis, mon père m'aidait pour faire les décors parce qu'il peignait aussi. Je dormais pas, j'avais le trac. Ah oui, c'est un karma. J'aurais aimé avoir du talent pour être comptable. Non. Si, ou charpentier, travailler un peu le bois. Ah oui. J'adore ce que je fais. Mais c'est une sorte de destinée dans un précipice comme ça. Depuis toujours. Incroyable. C'est du plaisir autant que c'est quand même angoissant. Il
Il n'y a pas le côté souffrance quand même. Non. Il y a le plaisir, comme tu dis. Il y a passion. Dans passion, il y a souffrance. Il y a une souffrance qui est celle d'avoir un enfant, celle de marcher beaucoup pour rencontrer quelqu'un qu'on aime, et une souffrance plaisante, mais c'est quand même pas de tout repos. C'est une gestation permanente, en fait, Absolument. La création. Avant, pendant et après. Alors ma secrétaire, elle arrive 1 heure avant, elle part juste quand il faut, elle reste jusqu'à minuit, 1 heure. Enfin, donc il n'y a pas de... c'est sans limite. C'est sans limite. Ah ouais. Alors ta vocation s'affirme et s'amplifie car entre 1977 et 1979, tu enchaînes donc plusieurs rôles en Argentine, à Buenos Aires, où tu vivais à l'époque. Oui, je faisais des études déjà de théâtre et de cinéma à Buenos Aires. Voilà, tu es resté en Argentine jusqu'à ton âge de 20 ans, je crois. Oui. C'est ça, hein? Oui, 20 ans. Et tu l'as quitté après l'Argentine pour fuir la dictature de Videla, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui, surtout. D'accord. Surtout. D'accord. Mais c'était l'âge où il faut connaître un peu le monde. Comme je suis d'origine européenne, c'était bien de revenir un peu. Mes racines sont en Europe, en fait. Mais carrément. Mais je me sens américain du Sud, complètement en même temps. Bah ouais. Donc j'ai la schizophrénie du peuple américain. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, après l'avoir quitté l'Argentine, tu es parti aux États-Unis. Oui. C'est ça, j'ai vécu à New York. Pour 1 an, je crois, à New York. Oui, plusieurs séjours d'1 an. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait à New York? J'ai étudié. Je travaillais la mise en scène et l'acting chez Jutta Hagen, qui est celui qui a travaillé avec Jack Lemmon, avec des grands... Je travaillais mon anglais aussi. Enfin, D'accord. J'ai toujours senti que... J'ai rencontré à Buenos Aires à l'âge de 17 ans, 18 ans, Peter Brook, chez qui j'ai travaillé en France après, plus tard. Et c'est vrai que ça me hante, cette exigence. Je pense aujourd'hui, les gens veulent jouer tout de suite, gagner des prix tout de suite, tourner tout de suite. Je sais pas, je suis un dinosaure, mais je pense que de mon temps, on travaillait beaucoup pour essayer de réussir quelque chose. Bien sûr, on montait pas sur scène comme ça. Prendre le temps de... c'est ça. De s'améliorer. C'est ça. C'est ça. Et donc à New York, tu as fait des belles rencontres, comme tu disais, Peter Brook, entre autres. Oui, à Buenos Aires, Peter Brook. Pardon. Mais oui, des très belles rencontres à New York, des gens d'une humilité incroyable, Denzel Washington, Jessica Lange. Ah oui, carrément. Oui. Quitte à... Oui, c'est sûr. Pour emmerder les gens, moi que ça soit des grands et des gens qui sont comme toi et moi, t'as l'impression qu'ils sont là pour toi, en fait. Donc cette disponibilité, c'est très anglo-saxonne. Ça, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, surtout pas en France. Ah oui, non, mais c'est vrai, Mais c'est vrai que c'est à la fois impressionnant, puis une fois qu'on est avec ces gens-là, ils sont un peu, enfin, je ne veux pas dire comme tout le monde, c'est pas ça, mais ils sont simples. Mais si, quand même, ils sont extraordinaires dans ce qu'ils font, mais ils sont tout à fait ordinaires quand ils ne sont pas sur scène. Ouais. Donc à 20 ans, tu quittes New York et tu mets le cap sur Paris, ensuite. Oui, je suis pas très fort dans les dates, mais sûrement, si tu le dis, sûrement. Après New York, c'était Paris. J'ai toujours fantasmé les polars où les gens disaient « Vous étiez où jeudi soir ?» Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait jeudi soir. Donc, à mon avis, je vais en prison tout de suite. C'est moi le coupable. Donc, si tu dis, sûrement. Mais à peu près, ça correspond. C'est ce que j'ai lu. Ça correspond. Donc, je te fais confiance. Et donc, tu as suivi une formation de comédien théâtre de l'Athénée. Oui, avec un monsieur qui avait beaucoup... Pierre Renal, je rends hommage à ce type-là parce qu'en fait, je ne parlais pas le français. Il a été très exigeant avec moi parce qu'il sentait que j'avais quelque chose, sûrement. Et ce monsieur avait beaucoup joué avec Maria Casares, avec Gérard Philippe. Oui, il a été mis en scène par Camus lui-même. Il a joué dans Caligula avec Gérard Philippe. Donc, c'était un monsieur pas connu du grand public, mais un grand monsieur. Tu peux me redire son nom ? Pierre Renal. Pierre Renal, c'est quelqu'un. Oui, il est décédé depuis quelques années, mais c'était un grand monsieur. Bien sûr, oui. Je lui dois beaucoup. Donc, théâtre de l'Athénée, pardon, et au cours Florent aussi après. J'étais au cours Florent, j'étais avec Francis Huster pendant 2 ans, à la Place Libre. Voilà. Belle rencontre aussi, je suppose. Belle rencontre, on est toujours assez copains. Et c'est là où, de fil en aiguille, j'ai créé ma première compagnie, en parlant très peu le français, mais oui. Oui. Et puis l'enseignement est venu comme ça très naturellement, parce que pour avoir une troupe, en fait, il faut parler le même langage. C'est mieux. Donc c'est bien d'avoir les mêmes idées, la même façon de travailler. Donc la pédagogie fait partie de cette mise à plat des techniques diverses et variées. Ce qui n'arrive pas chez les anglo-saxons. Oui, c'est vrai. Un anglo-saxon, américain ou anglais, qui commence, il a la même diction que Maggie Smith qui a 70 ans de carrière. Ah oui, d'accord. Donc on part déjà d'un niveau hyper correct. En français, non, j'ai suivi 3 cours. Donc on ne parle pas le même langage. Donc faire une mise à plat
J'ai jamais pu passer un casting comme ça pour jouer avec des gens avec qui je n'ai pas d'affinité artistique. Et à Paris, donc, tu as participé à des ateliers au théâtre des Bouffes du Nord, qui étaient animés par Peter Brook. Absolument. Ça, hein? Voilà. Je rends hommage à Peter Brook, qui est mon maître, et qui est décédé le 4 juillet dernier. Oui, j'ai entendu. Oui, c'est... Quelle carrière, quel homme, quel comédien. Fantastique. Et monsieur Peter Brook, je pense que quand on connaît Peter Brook, on ne peut plus travailler ailleurs. Donc c'est très galvanisant et très frustrant. Parce que quand on a connu cette qualité-là, on devient très, très, très exigeant. C'est une des belles rencontres de ta vie. Oui. Oui. Il y en a une autre, c'est Jean-Claude Carrière, avec qui tu as travaillé. En même temps. Quasiment. Hein. Oui, en même temps, parce qu'en fait, sur les mois d'atelier intenses, c'était une immersion totale. On pouvait travailler une journée entière l'écriture avec Jean-Claude. On travaillait la mise en scène avec Peter Brook. Ah, c'est intéressant, ça. Et l'acting avec Yoshi Oida, tous les acteurs de... D'accord. Et puis on était là, j'étais un débutant, j'étais jeune. Et puis on était avec Michel Piccoli, il fallait passer Mastroianni, qui était un ami. Donc il n'y avait aucune différence, il n'y a pas de... Et je trouve que Peter Brook, il avait cette humilité. Il n'y a pas de... Comment dire ça ? Il n'y a pas de rang, c'est parce que c'est une star, parce que c'est un débutant. Ça n'existe pas chez les Anglais. Il y a une simplicité. Just do it. C'est ça. C'est pas parce que c'est le fils d'un tel ou parce que c'est connu, etc. Et ça c'est magnifique. C'est ce qui fait leur valeur aussi, je pense. Absolument. Oui. Et tu as aussi co-créé après, un petit peu après, la compagnie Le Théâtre de l'Allumette. Oui. C'était une compagnie. Drôle de nom, ça. C'est un drôle de nom pour mettre le feu aux planches, d'ailleurs. Je vais vous dire la vérité. En fait, il y avait une affiche d'Amnesty International pour les disparus en Argentine. Et c'était un tableau fait par un peintre magnifique avec des visages dans l'ombre comme ça et une main avec une allumette. Pour chercher les gens, les disparus pendant la dictature. D'accord. Donc je trouvais qu'une allumette, c'est une petite chose comme ça et on peut mettre le feu à une maison en fait. Ça, donc on part de quelque chose de tout petit, on peut faire un soleil en fait. Exactement, oui. Et donc cette compagnie, le Théâtre de l'Allumette, ça a duré combien de temps? Des années. J'ai fait plusieurs créations. D'accord. Et c'était un début où les gens se professionnalisaient en fait. On avait le temps de travailler. Et moi, j'avais la chance d'avoir commencé très tôt, en fait. Donc, j'avais une connaissance de la technique théâtrale qu'aujourd'hui, les jeunes, même dans des cours très connus, au bout de 4 ans, ne l'ont pas. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir été curieux, en fait. Si talent j'ai, c'est vraiment le fait d'être curieux. Comment on fait ça? Je posais des questions tout le temps à tout le monde. C'est la base. Donc, voilà. La curiosité, ça ouvre l'esprit, donc... Oui. C'est ça aussi. Hein, oui. Et jusqu'en quelle année, donc, le Théâtre de l'Allumette, à peu près? Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, bon, quelques années, ça a duré quelques années quand même, donc... Oui. Oui, plusieurs créations. Après, je devenais de plus en plus professionnel. Je travaillais pour France Culture. Je maîtrisais un peu plus le français. Donc, je faisais des émissions bilingues, espagnol-français, sur des poètes français traduits en espagnol et vice-versa. J'ai fait des émissions sur Eladia Blasquez, sur Pablo Neruda, à France Culture. Donc, je faisais partie des gens qui traduisaient tous les textes. Oui. C'est intéressant, ça. Donc, tu as un parcours théâtral assez exceptionnel depuis plus de 40 ans maintenant. Je compte plus non plus. Oui, c'est vrai que tu n'es pas très date. Tu insistes sur les dates. On va dire un très joli parcours avec de la diversité ça allait des pièces de Tchekhov à Shakespeare. C'est sûr. Et puis aussi des pièces de Feydeau. Donc, oui. J'ai fait Feydeau en comédie musicale. Je composais toutes les musiques. Je fais ça à l'espace sur Pierre Cardin. Et aussi des comédies théâtrales ou musicales. Voilà, c'est la suite de ma question. C'est une diversité, c'est une richesse et aussi une motivation, je suppose, de diversifier les rôles. Pour moi, c'est naturel, en fait. Tu sais, quand on dit, voilà, pour la diversité, tout le monde fait tout un truc sur le non-racisme et tout ça. Moi, je suis né, et à l'école, on avait des aborigènes, on avait des Japonais, des Ukrainiens, des Allemands, des Suisses. Je suis né dans cette Amérique où toutes les races cohabitaient. Et donc, le mot diversité est naturel. Voilà, oui, c'est ça. Mais naturel. Exactement. Et ça l'est pas toujours, hein, maintenant. Donc, on a tendance à mettre les gens dans
des cases, on va dire. Oui. Donc, en tout cas, quand les gens parlent de diversité, parlent de différence. Et quand les gens disent « je suis pour la différence », je dis « pas moi, je suis pour l'égalité ». Bah oui, oui, oui. Parce que en soulignant la différence, en fait, on rend les choses encore plus différentes. Voilà. Alors que les choses ne sont pas si différentes que ça. Ce qui est vrai d'un poète est vrai de tous les poètes. Ah, mais carrément. Il faut juste respecter le talent de chacun. Et voilà. Donc, oui, il faut qu'ils en aient déjà. Exactement, ouais. Alors, une question un petit peu difficile. Quels sont les moments de théâtre qui t'ont le plus marqué dans ta carrière de... J'ai du mal à dire s'il y a eu un moment ou deux parce que chaque moment a eu son truc. Bon. C'est pour ça, ouais. Moi, je peux parler une pièce Oncle Vania que j'ai mis en scène au Théâtre 13, qui était un grand succès. J'étais fier de... J'ai composé la musique, j'avais des costumes de Catherine Gornat, sublimissime. Et un jour, la comédienne qui jouait la maman d'Oncle Vania tombe malade. Il était un peu âgé, il tombe malade, et puis c'était un succès, on ne pouvait pas annuler. Donc, le temps de former une comédienne, j'ai joué au moins une semaine le rôle de la mère. J'ai rasé ma barbe, on m'a mis une perruque, et je faisais une vieille dame anglaise, russe, là, et je dis, mais en fait, on peut tout faire. Je n'ai même pas trafiqué ma voix, personne n'a rien vu. Ah, dis donc. Ah ouais. Ça, c'est magique. C'est ces moments où on est quelqu'un d'autre et que personne ne s'en aperçoit. En fait, c'est normal. Bah oui, oui, oui. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que l'exceptionnel doit être la normalité. Ah, c'est beau ça. C'est vrai. C'est pas toujours simple, mais... Il faut chercher. Eh ouais. Et ton talent a été reconnu par 2 magnifiques récompenses en plus. En 1984, le prix de la meilleure mise en scène pour la pièce Le Suicidé. Oui. C'est ça, hein, de Nicolas Herman, qui est un auteur russe. Oui, une pièce magnifique. C'est fou parce qu'en fait, j'allais à la FNAC lire des livres parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Donc c'était ma bibliothèque, la FNAC, en fait. Et j'étais au rayon théâtre et je cherchais en bas comme ça un livre. Tout à coup, pouf, il y a un livre qui me tombe sur la tête. Je dis, Le Suicidaire, Nicolas Herman, c'est quoi ça? Et j'ai dit, c'est pas parce que j'ai tombé amoureux de cette pièce. 18 comédiens, oh my God. Je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout, on a joué très longtemps et il y a eu un festival organisé par le ministère de la Culture et j'ai eu le prix meilleure mise en scène. Ah, c'est magnifique ça, ouais. Et c'était dans quel théâtre? Et il n'existe plus ce théâtre, c'était un grand cinéma qui était devenu théâtre, avenue de Wagram, en fait, c'était bien situé quand même. Ouais, ouais. Et après on a joué au théâtre du Marais. D'accord, ah bah oui. Et en même temps, c'est fou parce qu'il est arrivé plusieurs fois dans ma vie, dès que je choisissais une pièce, je me croyais seul au monde, la même pièce était déjà en train de se faire répéter à l'Odéon. Ah oui, c'est coïncidence. Il y a une synchronicité comme ça. Une synchronicité, ouais. Oui. Ah, c'est incroyable. Je me suis fait voler des projets à cause de ça. Ah ouais, carrément. Oui, parce que quelqu'un qui sort le premier... Mais oui. Ah oui. Compliqué. Il faut être vigilant, quoi. Oui. Et une autre pièce qui a eu un succès à Molière en 93, Mortadella. Mortadella, c'est une pièce d'Alfredo Arias, qui a fait beaucoup de théâtre et beaucoup d'opéra. Grand monsieur. Il est venu m'auditionner chez moi. Ah oui. Et donc je me suis mis au piano, j'ai chanté en allemand, en yiddish, en italien, en espagnol, en portugais, en anglais. Et il voulait que je fasse partie de ce spectacle avec quelques numéros, comme ça, c'était une sorte de revue. Hein. Et il me regarde comme ça, il me dit, excusez-moi, il s'excuse en plus pour me dire, ça te dirait de jouer le rôle principal? T'as dit non. Je suis resté très calme, j'avais envie de sauter au plafond, je ne l'ai pas fait. C'est à ce moment-là où on essaie de négocier avec son... Et je dis, je veux bien essayer. Et donc j'ai joué le rôle principal et on a gagné un Molière, meilleur spectacle musical, et j'avais le rôle principal. Splendide spectacle, on a joué 4 ans. Ah oui? 4 ans, on a joué au Théâtre Montparnasse, on a fait La Cigale au Théâtre Montparnasse. D'accord. Tourné un peu partout, et en Belgique, le Cirque Royal, 4000 personnes. Enfin, d'accord. Vous étiez combien de comédiens? On était une quinzaine en tout, avec des musiciens en direct. Ah oui, il y avait un orchestre. Des costumes à tomber, oui. Oh là là. C'était le spectacle à voir. Hein. C'est là que tu parlais de Peter Brook, etc. Ouais. Il est venu. À la fin, j'avais un monologue où je prenais le public en photo avec un Polaroid. Donc j'ai toutes les photos. Ah oui, donc on me disait, aujourd'hui il y a Véronique Sanson, Peter Brook, il y a Depardieu. Et en fait, tout le monde, moi j'avais pas peur de jouer devant ces gens-là. Ce qui est difficile, c'est de jouer devant des néophytes, devant parfois qui te jugent sans le savoir, c'est ça, ou des cons qui savent rien, qui sentent rien. Mais jouer devant Depardieu, devant Peter Brook, ça me faisait pas peur.
J'étais pas grand-chose, mais j'étais rassuré parce que ces messieurs-là sont capables de te juger. Oui, bien sûr. Et j'ai dit, voilà, j'avais ces réflexes-là. Donc c'est un grand moment de ta vie, ça. C'est un des grands moments pour moi, oui. Ah, c'est magnifique. Hein. Parce qu'on a été nommé aussi aux Victoires de la musique. Donc c'est vrai que j'étais là, et quand on a eu les Molières, quelques années auparavant, je ne parlais pas français, je venais du tiers-monde et je me trouvais sur scène avec Edwige Feuillère et Michel Serrault. C'était pour moi une petite réussite quand même. J'ai dû verser ma petite larme à ce moment-là. Il y a de quoi. Hein. Alors, comment ça se passe du jour au lendemain, on devient plus connu, on va dire. Il y a la notoriété qui... je sais pas. Elle est très chiante, la notoriété. Oui, peut-être. C'est une sorte de... Comment dire ça, de devanture que tu mets devant ton magasin. Ça sert à ça, à savoir que tu existes. Oui, c'est ça. Voilà, après, il y a tout, il y a à boire et à manger dans cette célébrité-là. Pire, avec la télévision, j'ai connu pire. Voilà, la télévision te donne accès à un univers tellement large que dans cet univers, il y a à boire et à manger aussi. Non, mais c'est sûr. Voilà, donc mon école aussi, après mes années télévision, il y avait des gens qui faisaient la queue pour s'inscrire, mais dans cette quantité, les gens n'étaient pas si motivés que ça pour faire du théâtre. D'accord. C'était juste le cinéma pour être... il voulait être riche tout de suite, célèbre tout de suite. Être connu et riche. C'est ça, déjà. C'est ça. Par exemple. Donc, c'est les aléas de... Donc, j'ai toujours profité ce côté. Oui, je fais ma vie. Je ne parle pas de carrière, je n'ai pas fait de carrière, j'ai un parcours, mais il est assez discret pour que ça m'excite. Je ne suis pas exposé vainement. Oui. Mais je trouve que ça permet de garder la tête froide aussi, quelque part. Quoi. Oui. Et c'est bien. Oui. L'important, c'est d'avoir le talent et de conserver son talent authentique, quoi, je pense. De s'entretenir tout le temps. Oui. Il y a ça aussi, bien sûr, tout à fait. Alors, elles peuvent dire, les dames qui sont venues avec moi, ça fait 1 heure que je me chauffe la voix. Donc je suis comme ça. D'accord. Et quand j'ai entendu tout à l'heure avant qu'on commence. Quand je donne un cours, je me chauffe les doigts, la voix, je me concentre tout le temps, toute ma vie. Et avec tout le monde. C'est le respect face aux gens qui sont. C'est du professionnalisme aussi. Voilà. Je pense, aussi, donc, oui. Alors en 1998, tu crées l'Académie Oscar Sisto. Oui. C'est quoi la vocation de cette académie et qui en sont les membres ? Je suis le fondateur, parce qu'il faut être assez taré pour créer une académie, un centre de formation. Mais j'invitais des intervenants, des chanteurs lyriques, des danseurs. Donc il y avait une formation assez totale pour les acteurs. D'accord. Voilà. Et ça a existé pendant de longues années. Ça existe toujours, mais moins, parce que j'ai quitté un peu Paris pour l'instant. Mais pour moi, c'était important la formation. Je trouve que la formation à tout point de vue, c'est très important. L'alphabétisation aujourd'hui. Aujourd'hui, mes élèves de 20 ans ne savent plus lire. Ils ne retiennent pas de mémoire, pas de concentration. Donc, je suis un peu un dinosaure encore. C'est important que les gens lisent, qu'ils lisent des poèmes, qu'ils regardent des vrais films. Le divertissement, c'est pour nous divertir. Il y a une autre nourriture. Et il faut lire des bouquins, ça ne mord pas, ça fait pas mal. Bien sûr. C'est embêtant pour un jeune comédien de ne pas avoir beaucoup de mémoire, non ? C'est ce que tu veux dire ? Mais ça se travaille. Oui, ça se travaille, mais quand même. Parce que oui, mais ils ne veulent pas travailler. Le théâtre, c'est la mémoire, à la base. Oui, c'est un tout, le théâtre. C'est un tout, mais la mémoire... c'est vrai que pour retrouver cette apparente simplicité, il faut s'embêter beaucoup avant. Oui, c'est vrai. Et parce que il faut retrouver un naturel artistique. C'est pas le naturel de la vie qu'il faut sur scène. C'est embêtant, on s'ennuie. Il ne faut pas avoir l'impression d'avoir travaillé, quoi, quelque part. C'est ça. Mais Rubinstein appelait ça l'illusion céleste de la facilité. Et il disait, si j'arrête, il travaillait 3 heures par jour, le piano. Il disait, si j'arrête un jour, je m'en aperçois. Bien sûr. Si j'arrête 2 jours, le public s'en aperçoit. C'est vrai, c'est un travail permanent. C'est du sport de haut niveau. Comme l'art en général, c'est un travail permanent, donc je pense. Alors, en remontant la source des infos, j'ai vu que tu étais aussi musicien, compositeur, interprète, danseur et créateur de la revue Icône pour le Casino de Lille, dont on parlait tout à l'heure, justement. Oui, j'avais fait un spectacle en hommage à Marilyn Monroe, donc j'avais un très beau dossier.
Et le théâtre du Casino Barrière cherchait un spectacle, une revue, qui ne soit pas frivole, mais quand même que ce soit un divertissement, un dîner-spectacle. C'est un très grand théâtre, hein, c'est très beau. Et donc j'ai proposé un spectacle que j'ai appelé Icône, en hommage. On partait presque de Josephine Baker jusqu'à Madonna, jusqu'à Shakira, en passant par Gainsbourg, la chanson française internationale avec des interprètes à tomber. Donc j'ai pris grand plaisir à faire ça. Et j'ai fait beaucoup d'arrangements et les mélodies originales de l'ouverture et le grand final, c'était moi. D'accord. Je mets toujours mes petites choses à moi. C'est quoi ton secret pour être aussi polytalentueux? Je sais pas. Il y a un secret? C'est karmique. C'est un talent? Peut-être une aptitude, mais aussi culturelle. Mon père m'a appris ça. Oui, il y a des gènes familiaux. Oui, et à tout faire. Pas se la péter, je suis le grand musicien. J'étais au piano, viens m'aider. Il fallait que je joue. Déjà, mon père a fait un truc avec une brique et pour faire oui, un entre mur. deux. Ah oui, mon père, non, le piano tout seul ne vaut rien. Va faire un peu le jardin et nettoie et passe l'aspirateur. Ah oui, ouais. Donc j'ai mis en scène une pièce d'Israël Horowitz avec Samina Seri au théâtre du Gymnase. Et bien je passais l'aspirateur et la serpillière sur le plateau. Les directeurs disaient non, mais cette histoire, il était gêné. Mais ça me... Je suis comme ça. Ça permet de ne pas prendre la grosse tête, quoi, de rester simple. Et puis oui, rester, je ne sais pas ce que c'est que la grosse tête déjà. Oui, déjà, oui. Non, il faut être efficace là quand il faut, quoi. Voilà, pas... donc c'est ça. Puis pas avoir peur de travailler. Donc, non, et puis l'humilité d'être efficace et serviable à tout moment. Un jour, j'arrive dans mon école avec 2 grands paquets de costumes. J'avais une cave énorme hein, pour mes élèves. Et ils m'attendaient devant mon école et je m'approche vers l'un d'eux pour dire « Tu me tiens ça, il fallait que je paye mon taxi. Tu me tiens s'il te plaît 2 sacs ?» Et il recule et me dit « Vous me prenez pour qui ?» Ah oui. Je n'ai jamais été ça et jamais je ne serai comme ça. Non, mais c'est bien ça, ouais. Alors, j'oubliais que tu as aussi créé une masterclass pour le Festival du Rire de Marrakech. C'est quelque chose d'autre chose, différent, mais intéressant aussi, je pense. Oui. L'humour. Oui, donc, intéressant parce que j'ai réussi en 10 ans avoir une troupe grâce à Jamel et au roi du Maroc. Jamel Debbouze. Ouais. Jamel Debbouze et au roi du Maroc qui était notre partenaire, si j'ose dire, notre sponsor, notre producteur. Et en fait, j'ai réussi à faire enlever le voile à des filles qui les portaient. J'ai réussi à ce qu'ils apprennent à écrire parce qu'on était associé avec l'Institut français de Marrakech. Donc, mieux ils écrivaient les français, mieux ils écrivaient l'arabe, le maroc. D'accord, ah ouais. Donc, ma fonction était éducative. D'accord. Aussi. Et après, ils jouaient au Grand Théâtre. Ouais. Voilà. Mais j'avais un assistant marocain, donc la moitié de la troupe était des francophones et l'autre moitié des arabophones. D'accord. Comment s'est passée cette rencontre avec Jamel Debbouze? Mal. Non. Très bien. Et j'ai commencé ces ateliers. Beaucoup de gens ont fait carrière là-bas. Donc ça me plaît beaucoup, cette idée. Et grâce à ce travail-là, j'ai été contacté par les universités. Donc je travaille aussi pour la prise de parole en anglais et en français pour les jeunes ingénieurs dans les grandes universités. Ah oui, complètement différent du milieu artistique. Non, mais c'est mon métier adapté aux ingénieurs, aux gens qui donnent des conférences, des choses comme ça. D'accord, ok. Combien d'années tu as travaillé avec le Festival du Marrakech? 9 ans. 9 ans? On s'est arrêté à cause de la pandémie. Ah oui? Ah ben c'est récent. Donc, oui. Ah d'accord. Et là, je pars encore en décembre. Ok. Pas pour le festival, mais pour les universités. D'accord. Puis ça lui permet de tisser pas mal de liens avec des artistes ou d'autres gens. Absolument. Ah, c'est génial ça. Alors, nous avons parlé de tes activités de comédien. Tu as joué, tu as mis en scène des pièces dans des plus grands auteurs classiques. Et un jour, tu as ouvert la porte d'un autre univers, celui plus médiatique de la Starac. Pour aider les artistes à trouver leur voix, dans les deux sens du mot, la voix, le chemin et la voix pour chanter. Est-ce la curiosité de découvrir un autre monde ou l'envie de mettre ton expérience au service de ces artistes? Aucune des deux raisons. Non. En fait, j'ignorais ce que c'était qu'une télé-réalité déjà. J'avais tourné dans des films, mais je ne savais pas ce que c'était que la télévision. Donc on m'a dit, voilà, c'est une émission. On ne savait pas trop ce que c'était. Je ne savais pas trop où j'allais. Hein.
Ce qui m'a séduit, c'était l'argent et la visibilité. Et je ne me suis pas trompé. Bah oui. La visibilité, je m'en sers encore. L'argent, je n'en ai plus. Ouais. Mais ça m'a permis de monter des pièces plus intello, des vrais auteurs que personne n'en veut. Donc ça m'a permis de capitaliser pour monter les pièces que j'aime. D'accord. Tu as fait ça pendant 3 ans, je crois, au niveau de la Starac. Oui. C'est ça, 2001, 2002, 2003 Oui. Je crois. Et tu as rencontré quelqu'un que moi j'ai connu avant la Starac, qui a malheureusement disparu depuis parce qu'il a eu la mycoviscidose. Oui. Donc, oui. Et tu l'as bien connu Je l'ai bien connu, et d'ailleurs je suis en rapport avec ses parents et son père. J'ai rendez-vous le 7 septembre, parce qu'ils ont créé la maison Grégory Le Marchal. Ah, tout à fait, oui. Ouais. C'est une sorte de maison de clinique. Ouais, tout à fait, oui. Ils veulent créer un atelier théâtre, que ça soit moi animateur. Oui, d'accord. Je te montrerai tout à l'heure, j'ai une lettre manuscrite que Grégory m'avait envoyée. Avant la Starac, avant qu'il soit connu. Oula. Parce qu'on avait un ami en commun donc, qui s'occupe d'artistes, et voilà. Donc, c'était une belle rencontre. Superbe artiste, c'était une grosse perte, vraiment, à tout point de vue. Ah ouais. Donc mais je vais dire oui, sûrement, mais je m'occupe déjà d'autres associations aussi pour l'insertion des enfants handicapés dans la vie artistique et sportive à Lille. Oui, d'accord. Voilà. Et je m'occupe aussi à la rentrée, là, à partir d'octobre, j'aurai un groupe d'handicapés mentaux qui sortent d'une maison et qui viennent dans mon théâtre pour travailler. Ah oui, d'accord, ok. Et ce théâtre dont tu parles, là, il est près de Lille, c'est ça? Lequel? Le mien? Oui, le tien. Oui. SOA, Studio On Air. Ça a été créé par Mohamed Abdenebi, qui est un ami, chorégraphe. D'accord. Et c'est un centre de formation, danse, théâtre et chanson. Ah, il y a la chanson aussi. Oui. D'accord. Ah, c'est complet, donc il y a une formation. Bien sûr, on aura bientôt Marianne James qui viendra faire une masterclass. Je la connais un peu aussi. Et c'est une copine. Ah ouais, mon fils travaille avec elle. Ah d'accord. Ok. C'est quelqu'un de passionnant aussi. Oui. Alors, imaginons que tu as une baguette magique. Avec quel grand comédien aurais-tu aimé partager la scène? Michel Piccoli. Oui. Que t'es vieux en fait. Ouais, bah oui, mais... Les jeunes, ça me vient... Parmi les jeunes, entre guillemets, un Gilles Lelouch, ça me plairait bien de jouer avec Gilles Lelouch. Après, sinon, des anglo-saxons, Al Pacino, j'espère que... Oui. Depardieu. Moi, je suis fasciné... Un petit peu. Non. Il prend beaucoup de place, peut-être. Non, il prendra pas la mienne. Oui. Non, je l'aime pas. Ah oui. Non, je l'ai jamais aimé, Depardieu. Ah oui, d'accord. Mais je ne le juge pas, je ne l'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas Picasso, qui n'aiment pas Mozart. Oui, après c'est personnel. C'est juste un feeling. Bien sûr, mais si on me proposait... D'ailleurs, j'ai auditionné pour jouer dans un film avec lui, en anglais. Et oui. J'avais une scène... D'ailleurs, je venais en Bretagne... Pour travailler ce texte-là, j'avais 2 pages en anglais à travailler. J'avais une scène de 15-20 minutes avec lui. D'accord. Et je n'ai pas été pris parce que mon anglais était trop bon. Trop bon? Ah bon? Il n'y a qu'en France qu'on a. C'est l'exception française. Incroyable ça, ouais. Alors, le rôle, c'était un Argentin qui devait jouer en anglais. Je suis Argentin. J'aurais pu avoir un accent de vache. Je ne l'apprends pas. Mais on ne me l'a pas demandé. Donc j'ai sorti tout ce que j'ai fait à New York avec mes anglos. Et bien non, c'était trop bien. Ah ouais, c'est dommage. Oui, donc j'aurais pu jouer avec Depardieu. Je l'aurais bien fait et j'aurais respecté, c'est un monsieur que je respecte profondément. Bien sûr, oui, il a une carrière magnifique. Mais on me dit, tiens, il y a un film avec... Je ne suis pas tenté pour regarder les films avec Depardieu, même s'il a fait des très belles choses. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je ne devrais pas le dire, mais c'est comme ça. Je suis vieux maintenant, je peux te dire. C'est ça, ouais. Alors, on a résumé un petit peu tout ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore faites ou que tu aimerais faire? J'ai l'impression d'être un débutant. C'est l'horreur. J'ai l'impression que j'ai rien fait. Ça me surprend. J'ai déjà fait tout ça. Bah oui. Mais non, mais je suis déjà... Surtout que tu as démarré le théâtre à 9 ans. Devant le Père Lachaise. Non, j'ai envie de rester un débutant jusqu'à ce que je mourrai sur scène. Oh là là, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas fait? C'est dur parce que tu as déjà fait tellement de choses. Mais pas tant que ça a l'air comme ça, mais c'est... Non, là j'ai un projet huis clos de Sartre en musical. Je propose tango, très Piazzolla. Ouais. Et je joue le rôle de garçon. Donc là j'ai envie de jouer ça.
j'ai un spectacle musical avec une chanteuse italienne où je fais un parcours de la musique italienne, latino, le tango, rétro, Pink Martini et actuel, etc. Et voilà, je sais pas, non, peut-être j'ai envie de faire, oui, soit Richard III, avant d'être trop vieux et d'être débile et sans mémoire, mettre en scène Richard III et de jouer le rôle de Richard. D'accord, c'est un beau projet ça. Hein. C'est un beau projet. Ouais. Faut trouver le théâtre. Il faut trouver l'argent surtout. Et faut trouver l'argent aussi. Ouais. Oh là là. Bon, bah, je te ferai un chèque tout à l'heure. Voilà, j'ai bien fait de venir. Alors, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans de se faire un nom dans ce milieu artistique du théâtre ou du cinéma? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais aujourd'hui, n'importe qui se fait un nom. Bah, ouais. Donc, ce sont des petits noms en carton-pâte. Les moindres crétins qui fait de la télé-réalité jouent dans des films, jouent mal, etc. Donc, les gens n'ont plus de discernement. C'est une sorte de grand bric-à-brac où tout se mélange. Donc, quelqu'un qui a un réel talent, après, il y a une question de goût, hein, mais il est en concurrence directe avec des crétins qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et ça, c'est très dur pour nous. Ouais, c'est vrai. Ouais. La concurrence est tout à fait déloyale. Puis il y a souvent des carrières éphémères aussi, donc... Enfin, quand on n'est pas, quand on n'a pas de talent... Tout est éphémère. Ouais. Le public change, je trouve ça normal, hein, Ouais. que les gens... On change des goûts. C'est la génération zapping, quelque part, non? Ça a toujours été comme ça, mais là, ça va plus vite. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Et puis les gens sont devenus un peu sots, quand même, malgré tout. J'étais à l'Opéra Bastille il n'y a pas longtemps, et puis en fait, le parterre, les gens sont avec les portables allumés tout le temps. Ah, oui. Donc ils envoient des textos, je ne sais pas ce qu'ils font, mais voilà, donc c'est un manque de respect total. On devrait interdire les portables dans les théâtres. Hein. Ah, moi, là, j'ai fait des spectacles avec mon école à Tourcoing, et je dis bonsoir, je dis pas de photos, vous n'enregistrez pas, et je rêve un jour de dire aux gens, je vous demande de ne pas applaudir à la fin. Ah oui, c'est autre chose, ça. C'est bien de faire chier. En fait. Voilà, ah oui. Mais parce qu'ils s'endorment pendant 1 heure, ils applaudissent après. Ouais, c'est vrai. Ouais, les gens, je préfère qu'ils ne s'endorment pas, et je m'en fous des applaudissements. Je veux qu'ils soient attentifs. Ouais. Quels sont les ingrédients aujourd'hui de la réussite artistique? Le talent, les rencontres, la persévérance, la chance? Un mix de tout ça ou... il y a encore 20 ans, c'était un mix de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'opiniâtreté bête. Ah oui. Les gens foncent des portes ouvertes, ils vous attendent en bas pour avoir un rôle, alors que les gens viennent auditionner en disant j'ai joué avec Fanny Ardant et Depardieu. En fait, ils ont fait de la figuration. Oui, c'est ça. Ouais. Donc les gens mentent, donc tout est un grand mensonge et un nivellement par le bas. Ouais. Dommage, quoi. Oui, mais je parle d'exigence, je n'ai pas dit que je suis le meilleur ni bon, hein, j'ai mes défauts. Mais le principe de dire jamais je serais allé voir un metteur en scène si je ne m'étais pas préparé avant. Bah oui, c'est pas possible ça. Aujourd'hui, les gens ont le culot. Quand on faisait les auditions avec Alfredo Arias pour le Folies Bergère, il y en a qui se sont infiltrés comme ça, ils ne savaient pas danser, ils ne savaient pas chanter. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils étaient au culot comme ça. Ah oui, carrément. Ils étaient au chômage. Je sais siffler, a dit. Ouais. Donc Alfredo dit, alors siffle. Ouais, comme tu dis, le culot, quoi. Ben oui, mais dans tous les milieux, j'ai fait des stages avec des gens qui sont dans des entreprises et des laboratoires, et puis parfois les femmes pleuraient parce qu'elles étaient angoissées, parce qu'elles étaient engagées en tant que secrétaire bilingue, alors qu'elles ne le sont pas. Je dis, pourquoi vous avez accepté ce poste si vous n'êtes pas bilingue? Les gens mentent, ils vont au culot. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un grand mensonge, une malhonnêteté terrible. Ah ouais. Alors, on arrive au terme de cet entretien. C'était vraiment très intéressant. Ben oui, mais après, sinon, ça dure trop longtemps. Tout a une fin. Alors, je termine toujours mes entretiens en demandant une citation qui te tient à cœur, par exemple. Qui te ressemble, ou, je sais pas, une citation. J'en ai plusieurs. Alors, ça peut être plusieurs. Ça peut être plusieurs? Bien sûr. Ce n'est pas compliqué d'être seul, c'est compliqué d'être le meilleur compagnon de soi-même. C'est vrai. Et puis il y a une autre qui dit que toute la musique n'est qu'un grand hommage au silence. Ouais, c'est beau aussi ça. Je commence parfois mes stages sur la prise de parole en public d'après un livre qui s'appelle La valeur du silence. Ah ouais. C'est deux belles citations en tout cas. Donc,
Alors, un mot et un verbe qui donnent un sens à ta vie. Pulsion. Le mot, pulsion. Et après, c'était Ben, le mot, c'est pulsion et un verbe. un verbe. Ouais, Avancer. d'accord. Alors, une pulsion qui fait avancer quelque part. Oui, je suis pas passéiste du tout. Ouais, non, j'ai cru comprendre. Ouais. Aller de l'avant et puis regarder, voilà, ce que sera demain. C'est de peut-être. l'escrime, on peut pas tricher. Soit on part et on revient plus, soit il faut avancer, il faut avancer. Ouais. Non, ben, c'est très bien. Ça, on s'invente. Et puis il y a une troisième. Le courage, c'est être le seul à savoir qu'on a peur. J'adore cette phrase. Ah oui. C'est de qui cette citation? Je me souviens plus. Mais je remercie la vie de connaître cette phrase. Bah oui, Parce que on a l'impression d'être seul quand on a peur. En fait, tout le monde a peur. Parfois, les gens se l'avouent, parfois ils l'avouent, parfois ils ne l'avouent pas. Et je trouve que c'est très important. Quand les gens me disent, oh là là, qu'est-ce que vous êtes courageux s'ils savaient. Ouais. Bah, c'est souvent ce qu'on a l'impression. C'est un dépassement de la peur constant. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Alors pour conclure, compte tenu de la richesse de ton parcours et de ton énergie créative, j'ai adapté pour toi une célèbre maxime qui est Sistodi, Sistofé. Ah, c'est bon, merci. Merci beaucoup Oscar d'avoir répondu à mes questions et d'avoir toi. fait escale sur notre chaîne YouTube Imagine 56 à Havane aujourd'hui. Et alors, bon séjour sur la région. Merci. Pour les 2 prochains jours où tu vas être Merci là. beaucoup. Et Merci à bientôt. Oscar et à très bientôt.